Bienvenue dans Underscore, j'espère que vous n'avez pas bougé. Il est 16h et c'est la troisième et dernière partie de cette journée de tournage. J'espère que vous êtes bien installés. Ce matin, on a parlé, je vous tiens au courant parce que vous n'étiez pas là. Ce matin, on a reçu un journaliste du Monde qui s'appelle Martin Untersinger, qu'on aime beaucoup, qui travaille sur des enjeux de cybersécurité et de géopolitique. Et donc, on a parlé des data brokers, de comment, quand on clique sur « j'accepte », à la fin, ça finit dans des datasets. Et surtout, bon, ça, c'est un truc que tout le monde connaît, mais surtout, ça coûte combien ? Eux, ils sont allés demander des échantillons et ils sont allés inspecter à l'intérieur jusqu'à trouver des adresses d'agences, enfin, de gens de la DGSI. Sympa. Et donc, ouais, ils ont montré le truc de bout en bout, comment, en envoyant un mail et en demandant un échantillon, tu pouvais à la fin trouver des données ultra sensibles là-dedans, quoi. Sympa, quand même. Et voilà. Et donc aujourd'hui, on a un programme très varié puisqu'on va maintenant parler de défense. Et pour cela, je reçois Xavier Tiedelman, que vous avez sûrement déjà vu sur des plateaux en tout genre. Merci de m'accueillir. Et bien, c'est un grand plaisir. Moi, la première fois que je t'ai découvert, ce n'était pas sur un plateau, c'était sur un podcast que tu faisais avec, je sais plus qui c'était. J'en ai fait beaucoup alors. Ouais, alors, mais vraiment un truc super niche. En fait, je crois que c'est vraiment YouTube qui m'a poussé une vidéo de 2h30. Ok. Oui. Bon, de toute façon, on chill avant de commencer, ne t'inquiète pas. On recommence à zéro. Non. C'est un icebreaker. Ok. On a. Bon, ces anglicismes. Oui, c'est ça. C'est un brise-glace. Et donc, je t'ai découvert sur un podcast de 2 heures, je crois, avec l'ancien patron de la DGSE, là, qui est assez médiatique. Ouais, alors Alain Juillet, mais c'est un bullshitter il a jamais été au niveau qu'il prétend. Et, ouais. Bon, en tout cas, ça donnait. C'est vrai ou pas ? C'est possible qu'on soit là. Attention. Et en tout cas, bref, j'avais trouvé à ce moment-là, tu parlais d'Ozint et d'affaires assez médiatiques avec. Je l'ai aidé à lancer sa chaîne. Je suis le premier invité de sa chaîne et l'objectif était que je publie cette vidéo de sa chaîne sur la mienne en disant abonnez-vous en masse à la chaîne d'Alain Juillet. Ouais, bah, tu vois, je pense que YouTube m'a poussé une vieillerie en fait. Et bref, et là, tu racontais les affaires de Bellingcat, je crois, je sais plus si c'était le MH17 ou un autre. C'est ça, MH17. C'était celui-là. Bref, je me suis dit, il faut qu'un jour, on reçoive ce gars parce que on a trop de trucs à. Limite, là, je pense que pendant cet après-midi, on pourra qu'effleurer certains sujets. On va se concentrer sur les drones, mais il faudra qu'on te réinvite pour parler d'autres choses. Avec plaisir. D'Ozint et tout. Et on reçoit Guilhem de Marliave. Merci de m'accueillir. Nickel. Eh bien, pour le contexte, évidemment, vous l'aurez peut-être remarqué. Est-ce que ça se voit visuellement ? Je ne sais pas. Guilhem est mon frère. Et donc, c'est une encore plus grande joie de te recevoir. Puisque tu as une entreprise, et c'est à ce titre que tu es là, qui s'appelle Elister. Que, en plus, moi, je suis du coup depuis très longtemps. Ça fait combien de temps ? 10 ans qu'elle existe ? Ouais, ça fait un peu plus de 10 ans. Ouais. Dingue. Est-ce que tu as fêté le champagne ? Pour les 10 ans, oui, on a célébré ça. Ouais. Et donc, c'était déjà trop intéressant de suivre ça de l'extérieur. Et aujourd'hui, je suis content de pouvoir le faire partager à tous les gens qui ont l'habitude de me regarder. Puisqu'on était en train de le dire pour l'anecdote, mais moi-même, j'ai un peu travaillé, en fait. Et oui. Pendant des stages. Tout à fait, ouais. Et une partie des softwares de nos drones, Mickaël, tu as collaboré. Sur les premières versions des MVP. Souvenir ému. Mais, non. Et puis, ces produits-là sont toujours en opération, donc solide. C'est trop stylé. Et j'avais trop aimé. Et c'est marrant parce qu'en fait, quand on tire tout le truc, aujourd'hui, j'ai l'entreprise que je fais sur mes studios, qu'on te montrera après, techniquement, c'est du hardware qui est plutôt à destination d'entreprise, donc qui coûte plutôt cher. Je me demande si tu vois, inconsciemment, j'ai pas répliqué les trucs. Des graines, ouais. C'est possible. Bref. En tout cas, trop content, puisque aujourd'hui, on va pouvoir parler d'un sujet que, honnêtement, je ne maîtrise pas bien. Et ça, j'ai envie de vous le dire dès maintenant. C'est-à-dire que, de manière générale, l'état de l'art dans la défense et dans comment se fait la guerre aujourd'hui, à part des petits bribes d'infos, je ne suis pas quelqu'un qui suit de très très près l'actualité. Donc, tu vois, quand tu me disais, tu sais, la fois où les Ukrainiens ont fait nanana, je vais être très honnête. Non. En vrai, je ne sais pas trop. Mais justement, c'est intéressant parce que je pense qu'il y en a plein qui nous regardent, qui sont dans ce cas, qui ne sont pas branchés trop aux chaînes de news,
à tort ou à raison, mais voilà, qui n'ont pas énormément de contexte. Et où ça va être la première fois justement qu'ils vont avoir des informations un peu fraîches et récentes sur qu'est-ce qui se passe en fait, surtout qu'est-ce qui a changé, parce que le but ce n'est pas de résumer le conflit ukrainien et russe. On va évidemment en parler naturellement parce que vous allez l'expliquer, mais c'est une sorte d'avant-garde. C'est là qu'on observe des choses peut-être en avance qui vont arriver ailleurs. Mais c'est de parler de plus généralement de comment les technologies pour faire la guerre sont en train de changer en fait. Et donc voilà, moi l'exemple le plus récent que je connais, parce qu'on a fait un documentaire dessus, c'est l'affaire Toile d'araignée. Oui. Donc il y a forcément l'opération. Voilà. Incroyable. Ouais. Et donc on te partagera le documentaire, mais donc on y raconte comment une petite équipe du service de renseignement ukrainien avec des drones pas vraiment fait pour, à base de ArduPilot. Alors moi, évidemment, la partie logicielle m'intéresse énormément. Et donc, en fait, ils ont une base de ArduPilot. Ils ont fait leur propre petit modèle d'IA pour faire de la reconnaissance Ils sont entraînés dans des musées. Qui sont entraînés dans des musées, car ils ont des copies de ce bombardier, parce que c'était l'URSS avant. Parce qu'ils en avaient, ouais. L'histoire est complètement incroyable. Bref, et donc celle-là, on l'a racontée. Donc celle-là, je la connais, mais c'est à peu près tout. Ma première question pour vous, et donc, ce qui est pratique, c'est que aujourd'hui, sur ce plateau, sont représentées deux expertises distinctes sur le terrain. Toi, tu sais évidemment tout ce qui se passe de plus récent tu nous disais que tu y vas 2 semaines tous les 2 mois, donc sur la manière dont se fait l'attaque aujourd'hui. Voilà comment le jeu du chat et de la souris, quoi, au plus près du contact. Et avec toi, Guilhem, on va pouvoir justement avoir une sonde dans l'industrie de la défense, puisque toi, tu as des clients en fait, qui sont à la fois dans le civil, mais aussi dans la défense. J'imagine que tu vends à l'armée. Est-ce que tu as des drones en Ukraine actuellement ou... On a plutôt sur la technologie filaire, oui. On a des systèmes filaires d'alimentation, j'en parlerai peut-être tout à l'heure sur nos produits, mais qui sont effectivement déployés. Ouais. Et donc, c'est pour ça va être hyper intéressant, parce qu'on a 2 sondes différentes. Et pour commencer, je vous propose de faire un tout petit rétrospective, puisque ces drones qui, aujourd'hui, modifient vraiment la manière dont on fait la guerre, ils sont nés, en fait, il y a super longtemps. Question que je vais te poser, commencer par Xavier, c'est quoi l'ancêtre du drone en fait? Dans les années 60-70, est-ce que ça existe déjà et ça ressemble à quoi? Alors au début, c'est davantage des gros systèmes qui ont pour objectif d'aller faire des photos puis revenir, et puis c'est des pellicules, donc il faut les exploiter. Donc il y a très très tôt des systèmes relativement autonomes dans leur trajectoire et auxquels on essaye de donner des missions. Faire du missile, un truc qui va à 300 km et puis il tourne à gauche quand il reconnaît une cible, finalement ça aussi on pourrait aujourd'hui considérer que c'est du drone, mais en fait c'était des missiles. Donc simplement, le drone, c'est un missile qui revient. C'est plus ça. Je parle vraiment des drones aériens ici, mais on pourrait développer ça aussi sur le naval et sur le terrestre. Parce qu'il y a des drones kamikazes, terrestres et navals depuis la Deuxième Guerre mondiale, voire pour la Première, et une torpille est une sorte de drone naval au final. Ce qui fait que petit à petit, ça se démocratise, c'est d'abord parce qu'il y a un usage qui est de plus en plus régulier dans les armées, notamment l'armée américaine. On voit avec la Première Guerre du Golfe, Deuxième Guerre du Golfe. Et puis surtout que ça commence aussi à infuser dans le grand public. N'importe qui, à partir des années 2010, peut commencer pour quelques centaines d'euros, avec Parrot, etc., à avoir des drones faciles d'emploi qu'on peut envoyer pour faire de l'observation, pour faire des photos, pour faire l'animation autour d'un anniversaire, etc. Et ça va être utilisé par les militaires, mais plutôt par des groupes non étatiques dans un premier temps. Et on a vraiment massivement, à partir de 2016-2017, notamment les groupes djihadistes en Syrie, qui vont très très largement utiliser ces équipements en se disant, vu qu'on est inférieur militairement sur l'armée syrienne et sur l'armée russe qui était impliquée, puis nous aussi, on va contourner ça en faisant du bombardement avec des petits drones, en faisant des attaques avec des drones kamikazes. Et moi, à l'époque, de 2013 à 2017, je travaillais au centre de gestion de crise qui s'appelle le COGIC, et on avait des survols comme aujourd'hui d'ailleurs, des survols de l'Elysée, de centrales nucléaires, de la base de l'île Longue où il y a nos sous-marins nucléaires, et j'ai écrit un premier rapport sur ça à l'époque en disant, les gars, on est nuls, quoi. Est complètement nouveau et on sait pas faire. Quoi. Et à l'époque, j'écris ce qu'on a vu avec l'opération Toile d'araignée dont on parlait tout à l'heure. Je dis on risque une opération Toile d'araignée. 7 ans plus tard, 8 ans plus tard, 0. Il s'est rien passé. Ouf. Voilà.
Et donc, juste pour se figurer, quand tu parles des tout premiers drones, en fait, visuellement, ça ressemble plutôt à des avions que ce qu'on connaît, les petits DJI. Enfin, on parle pas des petits drones mobiles. Alors, les tout premiers des années 90 sont des mini-avions non pilotés, éventuellement connectés par satellite, ce qui permet à un Américain de le piloter jusqu'au fin fond du Texas pour l'utiliser en première ligne en Afghanistan sans avoir besoin de se déplacer. Donc, il y a un côté jeu vidéo, il y a un côté logistique qui est plus simple, il y a un côté on ne prend pas de risque, il y a une impression qu'on peut dominer. Et puis, vous avez des pays comme ça qui doivent devenir très très forts. Israël, parce que le fait d'avoir une supériorité technologique permet à un petit groupe de personnes d'avoir réellement une domination et une surveillance en permanence sur le champ de bataille. Et puis les États-Unis, qui sont vraiment les deux grands pays qui vont miser énormément dessus et qui vont prendre beaucoup d'avance. Et l'Europe reste en retrait là-dedans, il faut aussi être clair. On les regarde, on n'arrive pas à faire d'accord industriel, et puis il y a des petits acteurs à droite à gauche qui font des petites pépites et des petites réponses, mais on n'investit pas massivement. Et puis le moment où on se rend compte qu'on est vraiment en retard, là, on achète vite sur étagère. Les Russes achètent des drones israéliens, par exemple, parce qu'en 2008, quand les Russes se sont confrontés avec la guerre de Géorgie, ils ont vu que les Géorgiens avaient des drones israéliens. Les Russes, ils se sont retrouvés, merde, on ne sait pas faire, quoi. On est dans la merde à cause de drones pourris, et ils n'arrivaient pas à les abattre. Et d'ailleurs, les Russes, à ce moment-là, ils ont trahi leurs alliés iraniens, ils ont fait un échange. Ils ont dit aux Israéliens, donnez-nous les informations sur comment on abat vos drones, là, et en échange, on vous donne des informations sur la défense aérienne iranienne, qui était d'origine russe. C'est les conséquences qu'on voit aujourd'hui, c'est pour ça que les Israéliens ont pu taper facilement. Et donc, à l'époque, on parle de drones qui sont... Donc là, ceux-là, c'est des drones très longue distance, qui sont faits pour de la surveillance. Ils vont pas forcément très très loin, mais ils volent relativement longtemps. Ils peuvent voler 18-20 heures, jusqu'à 300 km de distance, mais en faisant des zigzags dans le ciel, ou alors c'est du kamikaze qui va aller à 80 km de distance. Et justement, ce qui est intéressant, c'est qu'on va revenir dessus, mais donc vous faites des drones qui sont plutôt statiques, dont le but c'est vraiment c'est plutôt le futur du... Si on définit l'ancêtre, c'est le ballon en fait, c'est ça. Et ça, je trouve ça trop intéressant parce qu'on a tous vu des ballons dans... C'est quoi la BD là avec dans la guerre de sécession là. Tunique bleue. Ouais. Dans la tunique bleue, on sait que sur le champ de bataille, il y a un ballon et le ballon il sert à savoir ce qui se passe de l'autre côté parce que ça nous paraît évident aujourd'hui. La bataille de Valmy, 1793, etc. On en avait en France, on est les premiers dans ce domaine aussi. Napoléon, on utilisait. Et bien entre cette période-là et maintenant, il y a eu comment ça a évolué justement. C'était quoi le... Ouais, c'est ce que tu disais, Xavier. Ouais, en France, on a été précurseurs sur le sujet parce qu'on avait au tout début les frères Montgolfier avec les premiers vols en ballon captif. Donc il y avait différentes solutions techniques. Au début, c'était des ballons à air chaud. Puis après, il y a eu les ballons à gaz, donc hélium et hydrogène. Donc ces premiers essais, en fait, ont été convertis en innovation sur le champ de bataille. Au tout début, il me semble que c'était les batailles de Fleurus, en Belgique. Donc là, c'est fin 18e, le tout début. Et puis ensuite, ça a été utilisé dans la guerre avec la Prusse. Et puis également, guerre de sécession aux États-Unis. Et pour l'anecdote, à la guerre de sécession, sur place, il y avait un Allemand qui s'appelait Zeppelin, qui a ensuite réimporté, adapté la technologie, et c'est reparti en Europe. Et donc effectivement, le principe, c'est ça, c'est que vous retrouvez avec, en statique, alors les premiers ballons, ça montait assez haut, 300-400 mètres déjà pour Fleurus. Alors il y avait une ou deux personnes dedans. Donc les premiers à se risquer, ils restaient 9 heures, 10 heures à balloter dans le vent au-dessus du champ de bataille. Et pour l'anecdote, en fait, au début, du coup, ils envoyaient des petits messages qu'ils accrochaient au câble. Et ça glissait, et puis ça descendait jusqu'en bas. Et en bas, l'état-major, c'était au niveau de l'état-major. L'état-major lisait les instructions, ce qui se passait sur le champ de bataille. Et puis ensuite prenait ses décisions. Et ça avait un effet aussi assez galvanisant pour les troupes sur place, parce que c'était nouveau. Et donc c'était une espèce d'ascendant à la fois psychologique, technologique. Et puis démoralisant pour les troupes en face. Et puis ensuite, effectivement, après les ballons ont été réutilisés, adaptés, notamment en Afghanistan. Et ça s'est démocratisé. Nous, on s'inscrit avec donc Elister, on est une 60aine de personnes, on est basé à Lyon. La société a une dizaine d'années. Et vous faites des ballons. Non, on fait pas de ballons. Pas de ballons, mais on fait des choses assez similaires. On fait des drones filaires, donc pas des drones à fibre optique
pour aller Dont on va attaquer. parler. Voilà, on parlera tout à l'heure. Nous, on fait des drones qui sont captifs statiques, donc qui vont monter à 50, 100 mètres de haut, et qui sont alimentés par ce fil, donc ils peuvent rester de manière persistante, continue, pendant une journée, 2 journées, une semaine. Et donc, de fait, dans l'histoire, dans la chronologie, c'est un peu ton Voilà. ancêtre, c'est un peu le ballon. En fait. Exactement. Et au tout début de la société, ce concept-là était d'ailleurs difficile à expliquer, parce que psychologiquement on se dit remettre un drone à quelque chose de mobile, en fait ça n'a aucun sens. Et donc nos premiers clients en fait étaient des utilisateurs ballons qui étaient déjà familiers du concept. Voilà. Et puis après le drone filet, on a fait évoluer la techno, et donc aujourd'hui c'est quelque chose en fait qui est complètement Banalisé. automatisé, banalisé. C'est un bouton, le système monte, Ouais. et puis on est capable de le déployer à distance, etc. Sur justement la chronologie, ce que je trouve intéressant, c'est que on est dans un cas où justement du point de vue du grand public, je vous dis, mon premier drone c'était un drone DJI. Mhm. Il y a une époque où c'était, je sais pas pourquoi, c'était le cadeau parfait, donc tout le monde recevait ça. Vraiment, j'ai l'impression que ça a duré 5 ans. Ouais, c'était très à la mode. Je pense qu'il y a eu les régulations après qui ont fait qu'on pouvait plus voler n'importe où et survoler la Tour Eiffel, et donc les gens ont trouvé ça moins marrant d'un coup. Et donc ça s'est calmé. Mais j'ai quand même eu l'impression, dites-moi si je me trompe, c'est que autant comme souvent les prémices de la technologie arrivent dans le monde militaire. On a plein d'exemples du GPS, d'internet. L'airbag, tout. Ouais. Voilà. Et on est dans un cas où c'est le fait que la démocratisation dans le civil, et peut-être on va un peu parler de l'industrie chinoise qui, j'imagine, y est pour beaucoup, à la fin, comme un cycle, vient modifier complètement la manière, l'armée telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, et où en fait on se rend compte que c'est plus ces drones qui coûtent des milliards à développer des Américains, qu'on voit sur les champs de bataille, que là toi tu vois quand tu y es. Maintenant c'est justement ces tout petits drones là fabriqués en Chine, ou qui auraient été il y a quelques années fabriqués en Chine. Est-ce que c'est un mécanisme c'est un mécanisme assez classique, j'imagine, mais toi qui viens parce que tu es un ancien militaire, Ouais. cette trajectoire-là, est-ce qu'elle était prévisible ? Tu vois, est-ce que tu as été étonné Dans ce domaine-là, en fait, il y a pas mal de domaines dans lesquels le grand public, par ses achats massifs, a permis finalement de rendre plus accessible un certain nombre de technologies. On a des écrans tout autour de nous. Les écrans de qualité téléphone portable ont permis, par la massification, d'avoir des puces de plus en plus précises. Et finalement, aujourd'hui, les militaires peuvent parfois tirer en ayant des exigences qui sont élevées. Mais au final, il y a la première marche, elle est donnée par des technologies civiles qui sont disponibles en grande quantité, ce qui fait baisser le coût de l'innovation. Et les cycles d'innovation sont vraiment, vraiment très accélérés par cette combinaison, ce qu'on appelle les technologies duales, qui ont un double usage. Et donc, effectivement, là, l'intérêt, c'est que c'est pas la technologie qui est double usage, c'est que c'est un usage civil dont on peut se servir pour améliorer la qualité d'un équipement militaire. Jusqu'à 2022, nos militaires, quand ils tirent avec de l'artillerie, c'est très résiduel d'avoir un ciblage qui va être amélioré avec un drone qui va donner l'information. C'est-à-dire que nous, dans notre logiciel national, dans notre doctrine, on envoie 3 canons César. Chaque canon César va tirer des obus en visant plus ou moins bien, et puis sur les 12 obus qu'on va tirer, il y en a peut-être 1 ou 2 qui vont toucher au but. Si on avait un drone qui était en permanence sur une cible, on tire, on corrige, on tire, on corrige, 3 obus, on tape au but. Donc on divise par 4 la consommation d'obus en ayant une observation. Et donc en fait, l'usage d'un drone civil d'observation qu'on peut acheter à 2000 balles dans le commerce, il arrive très très vite comme une évidence. C'est tellement clair que c'est indispensable. Ouais. Pourquoi envoyer des mecs, des commandos, risquer leur vie pour prendre du renseignement quand tu peux juste envoyer un drone ? Et effectivement, et aussi malheureusement, les premières fois où moi j'en ai entendu parler, c'est parce que parmi les premiers qui l'ont capté, c'est typiquement l'État islamique, oui. Qui pour le coup prenait des drones DJI, si mes souvenirs sont bons, foutait une charge explosive dessus, le pilotait complètement à distance, parce qu'en plus t'as une portée déjà à l'époque t'avais une portée d'1 kilomètre, des trucs comme ça, et derrière faisait toucher leur cible, des attentats de cette manière-là. C'est vraiment l'aéromodélisme. Alors en fait, des gens qui sont passionnés d'aéromodélisme, on a n'importe quel club, n'importe quelle école d'ingénieurs, vous en avez plein. Mais effectivement, c'est les premiers qu'on en fait un usage détourné. Et les images qu'on voit là, par exemple, c'est des mini-avions d'aéromodélisme sous lesquels ces groupes non étatiques ont mis des sortes d'explosifs. Il est télépiloté à distance.
Et ils ont réussi à détruire des avions russes sur la base de l'Atakié, un Sukhoi 24 qui est détruit par ces drones qui sont faits à partir de morceaux de carton. C'est invraisemblable. Et puis ils utilisent effectivement des drones chinois, et puis ils mettent un tube de mastic vide en dessous. Ce tube de mastic à l'intérieur, ils mettent des petites grenades pour qu'elles tombent bien à la verticale, ils mettent des volants de badminton. Là on voit le Sukhoi 24 détruit. Ils mettent des volants de badminton au bout d'une grenade, ils mettent ça dans des tubes de mastic, parce qu'on va quand même pas utiliser 1000 € à usage unique. Donc ils font du bombardement. Voilà, ça c'est les volants de badminton pour que ça tombe bien à la verticale. Je suis pas sûr que ces images soient sur Internet. Je les ai sorties d'un vieux PowerPoint que j'avais fait à l'époque. Là, c'est ces trucs qui sont faits en impression 3D. Mais je veux dire, en 2016-2017, quand on voit ce genre de choses-là, quand on est dans un centre et qu'on écrit des rapports, là, vous voyez, c'est un fantôme, donc c'est un drone fantôme avec le tube de mastic. Ouais, donc toutes ces technologies-là, on se dit, mais si ces groupes-là le font, tout le monde va le faire demain. Et si nos armées ne s'y préparent pas, on est foutu. Ça, c'est des images que tu as pris, toi? Je les ai pas pris personnellement, mais elles avaient été transférées à l'époque par des gens dans le cadre des rapports que j'écrivais à l'époque. Parce que justement, je trouve que ça peut être bien de donner pour qu'on réalise à quel point on est sur un avant-après, une rupture. Parce que l'innovation dans les technos de l'armée ont toujours été... Oui. Ça a toujours été un jeu du chat et de la souris, évidemment, pour savoir qui est le plus au point technologiquement dans les différents camps. Et là, est-ce que je me trompe si je dis qu'il y a une accélération actuelle, à la fois de la manière dont on se bat et des financements qu'il y a pour que tous ces spectateurs, dont on est tous spectateurs de ce conflit-là, et qui remet des choses en question? Est-ce que c'est ce que tu confirmes? En réalité, il existe des systèmes militaires qui pourraient remplacer ces drones chinois. Sauf qu'un drone chinois, il coûte 1 500 €. L'équivalent français, qui est quasiment le seul dans le monde, à part les Chinois, qui peut produire ça en termes militaires, je ne parle pas des systèmes filaires, hein. Je ne sais pas si on donne les noms, mais typiquement, ce drone-là, Parrot, c'est un drone génial, mais il va plutôt coûter entre 20 et 30 000 €. Donc les Ukrainiens, est-ce qu'il vaut mieux avoir un truc souverain, français, avec une communication sécurisée, ou est-ce qu'il vaut mieux avoir 20 drones chinois qui sont peut-être plus flexibles et en plus qui tiennent mieux plus longtemps en l'air, etc. Et donc finalement, le choix dans un environnement contraint où on n'a pas beaucoup d'argent, ils sont orientés vers le drone. Ils sont en mode route, quoi. Bien sûr. Et effectivement, dans la vidéo, quand on a fait notre documentaire, c'est assez hallucinant de réaliser que... alors, je ne sais pas si c'était le cas, si c'est toujours le cas aujourd'hui, mais j'avais découvert que l'Ukraine était le premier producteur de drones au monde. Ah, c'est le cas, oui. Et quand tu regardes la manière dont se fait la production, en fait, c'est des darons dans leur cuisine qui reçoivent leur pack de composants, qui ont des tutos étape par étape pour savoir comment monter le drone. Et ça marche avec des volants. Enfin, c'est quand même lunaire. C'est aussi parce qu'ils ne peuvent pas faire une usine. S'ils pouvaient faire des usines façon occidentale, sans risquer de se faire bombarder, ils feraient des usines très importantes. Par exemple, la société Firepoint, qui est un des principaux fabricants de drones longue portée pour des bombardements à plus de 1000 km et de missiles. Leurs usines, j'ai eu la chance de les visiter, et ces usines-là, justement, c'est des petits ateliers en sous-sol qui déménagent tous les 6 mois. Donc, ils ont fait un partenariat avec le Danemark pour faire une vraie usine. Et au Danemark, ce sera une vraie usine. Et donc, pourquoi est-ce qu'ils ont cette habitude de faire ça en cachette à droite à gauche sans se faire repérer? C'est justement parce qu'il y a un risque de se faire bombarder. Donc, c'est par défaut qu'ils ont fait ça. Mais ça prouve aussi que la mobilisation de la population, en 2024, elle a permis de produire 4 millions de drones. Et une fois, j'avais été livré un générateur électrique dans une maison de retraite. Et puis il me dit, tiens, viens voir l'étage. Et les petits vieux et les petits vieilles, ils étaient en train de tresser les fils électriques pour les drones. Dans la maison de retraite. Tout le monde est vraiment motivé. S'ils n'avaient pas cette motivation, ils se seraient déjà effondrés, évidemment. Justement, avant de parler des exemples les plus frappants que tu nous as partagés sur à quel point, en termes de rapport de force, ça crée des trucs très étonnants, sur le volet technique, je pense que ça peut être intéressant de disséquer un petit peu, d'ouvrir le capot, parce que, bon, a priori, aujourd'hui, on s'est habitué à ce principe qu'un truc qui a 4 moteurs, un genre d'ordinateur au milieu et une télécommande, ça marche bien, et on sait le piloter de manière très maniable sur des longues portées, etc. Mais en vrai, Guilhem, je suis chaud si tu peux nous expliquer comment techniquement ça marche, en fait. C'est quoi les problématiques pour construire un drone?
Parce qu'il y a pas 1000 gens qui construisent des drones, je pense. De manière générale, on a parlé des mastodontes, des Chinois. On a parlé, en France, on a une grosse boîte qui s'appelle Parrot, que peut-être les gens connaîtront. Il doit y avoir des... voilà. Mais vous créez des drones, quoi. Tu construis des drones, tu as une chaîne de production de drones. Alors, c'est des drones qui j'imagine, coûtent plus cher, qui sont à viser, que moi, je ne vais pas acheter, mais qui sont plutôt pour la défense ou des grands clients. Comment on fait pour construire un drone? C'est quoi les problématiques techniques, quoi? Eh ben, un drone, on va dire que le premier avantage d'un drone par rapport à ce qu'on avait avant sur la partie surveillance aérienne, c'est pareil, c'est la simplicité mécanique. C'est qu'un châssis, il y a très peu de parties mobiles. Donc, vous avez effectivement plusieurs moteurs. Donc, soit vous avez des... Et c'est pas forcément 4, d'ailleurs. Pas forcément 4, quadricoptères, hexacoptères, octocoptères. Donc, le plus répandu, c'est les quadricoptères, parce que moins cher et parce que l'essentiel des développements software sur les algos de vol, etc., se sont faits sur les plateformes quadcoptères. Mais on trouve de tout. Là, c'est pour les drones, on va dire plutôt voilure tournante. Vous avez deux grosses catégories dans voilure les... tournante. Ouais. Donc dans les drones, alors tout à l'heure Xavier a parlé il y a les drones HAL, MAL, moyenne altitude, haute altitude. Après on les classe aussi par élongation, donc par la distance qu'ils vont parcourir. Et puis on distingue deux grandes familles, les voilures fixes, donc Les petits avions. les avions, voilà ce que Ah oui. vous avez derrière dans le studio, et puis les voilures tournantes, donc type, voilà, en fait à la base hélicoptères, mais on les appelle multicoptères parce qu'il y a plusieurs moteurs et hélices. Nous, on fait des multirotors, donc voilure tournante. Donc, les avantages des multirotors, c'est la mobilité en 3 dimensions, de manière très exacte. En fait, le drone est à un point et on peut lui indiquer très précisément de tenir un autre point, globalement, quoi. Et tout le monde a déjà vu les trucs complètement dingues avec 1000 drones Voilà. qui créent un dragon. C'est vrai que je me suis toujours demandé comment ils faisaient ces trucs-là. Tout à fait, c'est le meilleur exemple. C'est le meilleur exemple, c'est des pixels, en fait. Oui, on est capable de piloter dans l'espace, en 3 dimensions, exactement la position du drone, sa trajectoire. Parce Et que si ça... c'était un hélico, ce serait pas possible. Un hélicoptère, si, ce serait possible également. Simplement, les hélicoptères, c'est, on va dire, mécaniquement c'est plus complexe. Il y a des systèmes de biellettes, etc., qui font qu'il y a une usure et un coût pour construire typiquement, il y a de petits hélicoptères drones qui ont d'autres avantages grâce avec les moteurs thermiques, etc. Mais par contre, qui n'ont pas cette simplicité dans la fabrication et dans le fonctionnement. Et ensuite, vous avez les drones, effectivement, voilure fixe, type avion, qui, pour voler, en gros, génèrent leur propre portance par la vitesse, en gros, par la différence de pression. Et donc ça permet, en termes de consommation d'énergie, c'est beaucoup plus efficace. Donc ça peut voler plus longtemps. Donc on va voler, 2 heures, 3 heures et plus avec des voilures fixes, même sur des tailles assez compactes. Par contre, avec un multirotor, on va voler peut-être 1 heure maximum, en gros, sur des modèles de taille acceptable, d'où l'usage du filaire sur ces segments-là. Et puis voilà. Et puis ensuite, globalement, vous avez les moteurs, les hélices, le châssis. Et le logiciel après. Donc moi, je me souviens que déjà, pour ceux qui, comme tu disais, les hobbyistes qui veulent s'amuser à créer leur propre drone, en fait, c'est pas si difficile. On achète 4 moteurs, on les fout sur une structure, on peut l'imprimer en 3D. Et il manque quand même une pièce centrale qui est donc si je me souviens bien, l'autopilote. Et lui qui tout à fait. Donc l'autopilote, c'est le cerveau du drone, et qui à la fois intègre les capteurs nécessaires, donc les centrales inertielles, IMU, donc les capteurs d'angle, typiquement un capteur d'altitude avec un baromètre par exemple, le GPS. On dit GNSS d'ailleurs, donc il y a plusieurs réseaux type GPS qui va capter. Et donc cet autopilote va faire les calculs. Il va capter la position du drone dans l'espace et son angle, et sa vitesse, son accélération. Donc il a un certain nombre de paramètres qu'il va connaître en temps réel. Et ensuite, il va recevoir des ordres de pilotage. Et donc il va analyser et retraduire tout ça en courant, en fait, en instruction au moteur. Et donc, vous tournez à droite, et on va baisser la puissance des moteurs de droite, augmenter ceux de gauche. Donc, voilà. Et derrière, donc, il y a des algos. Ah, si je me souviens bien, il y a le PID. Parce que je crois que c'est un vieux souvenir d'une vidéo que j'avais fait sur les drones. C'est le truc pour... bon, bref. Beaucoup d'asservissement. Voilà, c'était ça. Ouais. Mais justement, sur les autopilotes, moi j'ai découvert un truc sur l'histoire de toile d'araignée dont on a fait un documentaire. C'est que les Ukrainiens, ils sont en mode, donc on l'a dit, récup.
et DIY, quoi, fait maison. Et donc, typiquement, pour Toile d'araignée, il se basait sur ArduPilote, Oui. qui est un logiciel open source, en fait, Mhm. mais moi que j'avais déjà utilisé il y a longtemps. Le voir dans ce scénario-là, je me suis dit, mais ça n'a aucun sens. Pour pouvoir justement le customiser, parce que comme c'est open source, c'est très facile à hacker, justement, et faire tout un système où le drone, une fois qu'il était proche des bombardiers, puisque c'était tout le but de l'opération, arrivait à viser et atteindre sa cible en commandant le drone de manière automatisée avec la caméra, avec un modèle de reconnaissance d'image. En réalité, c'est si ils avaient perdu la communication, le drone aurait été capable d'aller à l'impact tout seul. Et c'est pour ça qu'il y a marqué fail-safe au milieu. Ah oui. C'est qu'ils ont désactivé l'IA parce qu'ils n'avaient pas perdu la communication. Ah, ok. Ils avaient réussi à récupérer des puces téléphoniques russes et à installer ça sur plein de drones et pouvoir les piloter jusqu'à l'impact. Mais ils n'étaient pas sûrs qu'il n'y ait pas tout d'un coup les Russes qui se rendent compte de ça et qui coupent tout le réseau téléphonique ou qui brouillent tout. Il y avait un plan B. Il y avait un plan B. Et donc le plan B, c'était si jamais ils perdaient la communication manuelle, et je connais des pilotes qui ont participé à ces opérations, des gars du SBU, Ok. et ils avaient la possibilité de, si on perd, le système va quand même jusqu'à l'impact tout seul. Voilà. Donc ils avaient vraiment pensé à tout, encore une fois, parce que ce ArduPilote simplifie la vie. Par exemple, le logiciel de base, pas forcément sur cette opération, mais à la base, si le système ne reçoit pas d'ordre, avance, descend, tourne, il va rester sur place. Et bien là, ils ont modifié le logiciel pour que quand ils sont en mode kamikaze, quand le drone va aller à l'impact et qu'il va vite vers le bas, s'il perd la communication, il continue en trajectoire rectiligne. Oui, il bloque. Ce serait comme un volant que tu bloques dans cette direction. Parce que si je passe derrière une colline, si le char a un brouilleur, je perds la communication, faut pas que le truc il s'arrête et qu'il reste bêtement. En mode DJI, c'est ça. Oui, effectivement. Et donc c'est le genre de choses qu'ils ont pu faire évoluer assez facilement, d'où l'utilisation de l'open source, de l'intelligence collective, le recours à des communautés larges qui peuvent participer, des white hats, des hackathons, etc. Et ils sont très très forts dans ce domaine, aussi parce qu'ils peuvent reposer sur une communauté qui est énorme, avec des milliers de personnes qui contribuent aussi à cet effort ukrainien pour résister. Et justement dans les exemples complètement... qui peuvent donner justement... un point de repère pour réaliser qu'il se passe quelque chose. Tu nous racontais que, en fait, quelqu'un avec un drone peut avoir une influence énorme sur certains conflits. Il y a eu plusieurs cas très documentés en Ukraine. Il y en a un qui me vient toujours à l'esprit, c'est ce jeune. Alors vous vous souvenez qu'au début, février, mars, avril, les Russes essayaient d'envahir Kiev. Ils avaient mis plus d'un tiers de leur armée directement sur la capitale ukrainienne et ils n'ont pas réussi parce que les Ukrainiens ne voulaient pas, il faut le dire aussi clairement. Et vous avez un moment où les Russes arrivent sur Brovary qui est aussi à l'est. Les Russes étaient déjà à l'ouest et ils étaient en train d'arriver sur l'est. Et là, vous avez un jeune de 14 ans qui a son drone DJI et qui vole et qui voit la colonne de chars, 36 chars, qui arrivent les uns derrière les autres. Et il se trouve qu'à côté de lui, de sa maison, qui était à une quinzaine de kilomètres, il y a les gars de l'artillerie. Et il dit aux gars, mais regardez, les Russes, ils sont là, quoi. Et pour la première fois, cette unité d'artillerie qui n'est pas habituée à faire ça, elle a l'information, elle a la visée, le visuel, et ils vont détruire la colonne des chars, parce qu'il y a un gamin de 14 ans qui, par hasard, faisait voler son drone à ce moment-là. Et l'artillerie a eu une efficacité qui était inégalée et ça a été un des éléments vidéo ce qu'ils voyaient en temps réel. Et c'est pas ça, c'est pas comme ça que ça doit marcher. Normalement, on a un mec devant avec une radio qui va dire si on a bien visé. Et vous cherchez Brovary char, vous verrez l'incroyable destruction d'une colonne. Ah c'est la vidéo que vous avez là, félicitations. Et ça, c'était un jeune de 14 ans qui était à 14 km et qui a réussi, ou 15 km, qui a réussi à arrêter cette colonne. Et des exemples comme ça. Il y a des anecdotes sur l'autre côté. Vous vous souvenez de la colonne de 200 km de véhicules les uns derrière les autres? Elle est encore mieux, celle-là. Les Russes, à l'ouest de Kiev, ils avaient 200 km de véhicules bloqués les uns derrière les autres. Les Ukrainiens, ils avaient, depuis 2014, développé une volonté avec les drones de faire du bombardement. Une unité qui s'appelle Aero Rosvitka, qui faisait des drones qui font 1,80 m d'envergure, qui transportaient à l'époque 20 kg de charge utile, ce qui est pas mal, ce qui est 3-4 fois moins que maintenant. Et donc, ils avaient commencé à bombarder, et ça marchait pas. Et le dernier obus, ils l'ont balancé sur un camion d'essence. Et le truc, ça fait une explosion géniale. Ils ont partagé ça, ça a fait le buzz en ligne. Puis les autres unités, elles ont commencé à faire nous aussi, on veut une grosse explosion. Et il y a eu une compétition de qui faisait la plus belle explosion d'essence. Ça n'a aucun sens. Et c'est ça qui a fait tomber en panne d'essence cette colonne de véhicules. C'était pas organisé par l'état-major qui a dit on va les faire tomber en panne. Bombardons ça pour faire des jolies images. Et c'est plein de volontaires qui ont
empêché cette colonne d'attaquer Kiev. Ils ont gagné la bataille juste parce qu'il y avait une bataille de la communication aussi. On est dans un monde très étrange. C'est très étrange, ouais. Ils ont eu beaucoup de courage. Sur en fait, ce qui est intéressant, je trouve, par rapport à justement ce que tu as expliqué, Guillaume, sur les différents types de drones, c'est que quand on n'est pas très au courant et qu'on voit les différentes vidéos du conflit, déjà, ce qui est frappant, c'est qu'il y en a beaucoup, en fait, des vidéos. C'est probablement simplement que avant, je ne sais pas si la communication était plus contrôlée ou juste il n'y avait pas les iPhones ou les drones qui captaient ces images, je ne sais pas, mais c'est frappant de voir déjà qu'il y en a beaucoup et que typiquement, si je ne me trompe pas, sur l'offensive, ce qui est utilisé, c'est plutôt des drones, des quadricoptères aussi, qui sont faits, on le disait, à la chaîne par le peuple ukrainien et livrés, ou livrés, alors ça, tu nous expliqueras comment cette logistique se produit. Mais pourquoi c'est pas des petits avions, justement? On a parlé du fait qu'il y avait des avantages en termes de durée de vol. Et oui. Pourquoi ils envoient des drones 4D? Alors, si on veut voler longtemps ou qu'on veut voler loin, effectivement, on va utiliser des drones à aile fixe, donc des mini-avions. Ouais. Et à ce moment-là, on va pouvoir aller peut-être jusqu'à 30, 40, 50 km de distance avec des charges utiles qui sont parfois un petit peu plus légères. Et l'autre possibilité, c'est de faire de l'observation. Et donc là, vous avez un drone simple qui coûte quelques centaines d'euros en polystyrène. Vous achetez ça sur n'importe quel site chinois et ça vous permet de voler parfois quelques heures en mode 100% électrique. Par contre, si vous voulez avoir un drone qui va être très manœuvrant, pour faire des zigzags entre les arbres, pour entrer dans une tranchée, pour suivre un véhicule qui est en train de se déplacer, là, vous allez plutôt prendre un micro-hélicoptère, quadcopter. Et accessoirement, les pièces détachées sont plus faciles à produire en grande quantité. Vous n'avez pas besoin de moules, vous n'avez pas besoin d'usiner des pièces. Et donc, ils arrivent plus facilement à produire ces petites pièces-là. Et alors, comment est-ce qu'ils les envoient? La Poste. La Poste ukrainienne, c'est un rêve. La SNCF ukrainienne, quand ils ont des missiles, ils font désolé, on aura 12 minutes de retard. Moi, ça me fait marrer parce qu'ils font vraiment ces messages. Quand on compare avec la France, comment ça marche, la SNCF, bref. Mais d'une manière générale, ils arrivent avec ces petits drones. Il faut voir que chaque camp en produit entre 10 et 14 000 par jour. Par jour. Alors, je ne vous parle pas de l'état des champs, dans lequel il y a 20 000 batteries au lithium qui explosent chaque jour sur le pays. C'est dramatique. Ces champs qui étaient parmi les terres les plus prolifiques du monde, aujourd'hui, c'est ruiné. Mais c'est-à-dire que chaque jour, il y a 10 000 impacts dans chaque camp. Et puis le best-of, c'est ça qu'ils partagent sur Internet. Et pour deux raisons. Un, pour montrer leur réussite. Vous vous souvenez du drone Bayraktar TB2, qui était un très gros drone au début de la guerre, qui aujourd'hui est inexploitable parce qu'il est trop gros et qu'il se ferait abattre tout de suite. C'est le cas d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils l'ont retiré du front. Et les Russes, la même chose. Et donc, ils veulent montrer leur réussite. Et vous avez des sites spécialisés, vous regardez Oryx, qui est un site qui va répertorier toutes les pertes prouvées par l'image, plus de 20 000 pertes prouvées côté russe, plus de 6 000 côté ukrainien. Eh bien, la majorité des pertes, 85% des pertes matérielles, sont liées au FPV, aux drones kamikazes. 65% des pertes humaines sont liées à ces drones kamikazes. Parce que pour 300 balles, 400 balles, vous avez une efficacité et que vous pouvez prouver. Et ensuite, derrière... Oui, c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le rôle de l'image aussi. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est un véhicule qui transporte la charge, mais c'est aussi qui repart avec une image, enfin, qu'il a le temps de la transmettre. Exactement. Exploser, j'imagine. Et en interne, il faut savoir que les Ukrainiens, ça leur permet aussi d'identifier les unités qui sont les plus exposées, qui consomment le plus de drones parce qu'ils subissent le plus d'attaques. Et plutôt que d'avoir un système pyramidal traditionnel dans lequel chaque brigade va recevoir 150 drones par jour, la brigade qui a consommé le plus la veille, elle va recevoir l'équivalent, mais en fonction de son efficacité, elle va recevoir peut-être des drones de meilleure qualité, gagner plus de points, et puis les pilotes les plus efficaces, c'est eux qui vont être identifiés comme étant les meilleurs, donc on va leur donner des drones à fibre optique, puis des drones Baba Yaga. Et donc le fait d'avoir un retour image permet aussi d'avoir la sélection des meilleurs drones parmi les centaines de producteurs, des meilleurs pilotes, des meilleures unités, et donc vous avez un système de sélection. Une organisation qui a changé en fait. Et justement, en parlant de fibre optique, on a parlé des avantages pour l'attaque, donc il faut se faufiler, il faut pouvoir entrer dans une tranchée, aller toucher sa cible, etc. Tu nous disais que avant, la manière dont on transmettait l'info, c'était avec des petits messages sur la corde du ballon. C'est quoi les autres avantages des drones, justement? Parce que vous, aujourd'hui, il y a des clients qui sont à la fois pour de la surveillance sur du front, mais pas que. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des raisons, il y a d'autres raisons de vouloir un drone qui a un fil.
C'est quoi cette drôle idée de vouloir accrocher un fil à un drone? Pourquoi on les tient, on les tient en laisse? C'est quoi ces autres avantages justement qui ont fait que ta boîte existe? Eh ben l'idée du filaire, en fait, c'est pour résoudre trois sujets. Le premier, c'est la partie, on a parlé de la partie autonomie. Donc, un drôle sur batterie, c'est un temps de vol qui est limité. Donc, en fait, pour des missions de reconnaissance ponctuelles, ça va fonctionner très bien, aller prendre des photos, revenir, etc. Mais dès que le sujet à protéger ou surveiller, c'est sur une journée ou une semaine, en fait, il n'y a plus grand-chose, quoi. Donc, l'autonomie, temps de vol. Ensuite, la sécurisation des données. Donc là, au lieu de s'appuyer sur un lien radio qui peut être brouillé, comme on est en train de le voir sur le front en ce moment, là, toutes les communications vont passer par le fil. Donc, old school, mais c'est ça, c'est hyper intéressant. Très bien. En fait, les drones précédents tels qu'ils ont été conçus, on les a toujours pensés en RF, quoi, en radio. Ça paraît un peu étrange, en réalité, de repasser par du fil. Mais la raison, c'est qu'il y a pas mieux, c'est ça? C'est qu'en tout... Pour avoir un lien. Pour la discrétion, ouais. Moi, je dirais. Alors là, il y a deux sujets, effectivement. Il y a un sujet brouillage, et puis il y a un sujet discrétion. Parce qu'en fait, la partie RF, c'est une indication. Donc, de plus en plus de systèmes qui permettent d'écouter, localiser qui émet, où. Et ensuite, il y a contraction, quoi. Donc en gros, si jamais il y a un pilote qui est en train d'émettre des fréquences vers son drone, on peut repérer à la fois le drone et l'émetteur. En fait. Et on peut, la source, l'émetteur. Et donc, c'est un vrai sujet dans les situations de conflit, quoi, sur la ligne de front. Alors là, l'avantage du filaire, c'est à la fois que on peut pas se faire brouiller, et en plus, on n'émet rien. Donc là, le système est complètement passif, quoi. Et donc beaucoup plus discret. Alors visuellement, par rapport à un ballon, c'est facile, on est vraiment très, très compact. Mais également en termes d'ondes émises, c'est 0. Donc ça, c'est un avantage. Et après, je dirais, ça permet pas mal de choses. Donc nous, on est beaucoup sur notre sujet principal, c'est la protection. Donc ça va être protection de frontières, lutte contre les incendies, feux de forêt. Donc ça, c'est une de nos applications principales. Protection de grands événements aussi. Donc nos systèmes ont été déployés sur les Super Bowls aux États-Unis, sur les Coupes du Monde de foot, Champions League, des concerts. Donc là, l'idée, c'est que vous avez une zone à protéger qui est identifiée pendant, une semaine. L'événement dure une semaine. On positionne le drone au bon endroit, et puis derrière, il permet d'avoir une vue globale sur jusqu'à 10 km en détection. Et donc. Et ça, c'est habituellement, il faut choisir. C'est-à-dire que soit tu as une vue en hauteur globale statique, ouais. Mais tu construis une tour, quoi, globalement. Soit toi, tu as un système qui se déploie vite, facilement. Là, c'est un peu le meilleur des deux mondes. C'est ça. Alors, on pourrait se rattacher. Parfois, on dit, les drones. On fait du drone filaire. C'est à la fois le monde du drone, mais c'est aussi le monde des infrastructures mobiles. Donc, effectivement, on était salarié d'un pick-up. Le drone filaire, notre dernier modèle Chrono, ça permet de suivre le véhicule en dynamique. Ah oui. En temps réel. Donc il traque la bagnole et. C'est ça. Donc là, on peut faire des pointes, faire de la surveillance de convoi par exemple, ou des patrouilles. Pas qu'il y ait un arbre, faut pas passer en dessous d'un arbre. Alors faut pas passer en dessous d'un arbre, effectivement, c'est pour les espaces ouverts. Et puis on l'intègre aussi sur, on commence à faire des campagnes maritimes, donc sur des navires typiquement en garde-côte. Donc ça c'est hyper intéressant. Dessous on va mettre soit des caméras, soit des relais aussi dans certains cas pour faire des antennes de communication temporaire. Donc ça peut être soit dans des sujets plutôt réseau tactique, mais aussi on a livré un certain nombre de systèmes, par exemple pour le World Food Programme des Nations Unies, pour faire de la télémédecine. Ah oui, ok. Donc par exemple, tu veux que tu as un endroit où il n'y a absolument aucun réseau, rien du tout, tu veux déployer une antenne 4G ou un truc comme ça. Exactement. Que donc là, les médecins puissent communiquer avec... Donc, par exemple, aux Philippines, on a eu un projet où, dans l'hypothèse où il y a un tsunami ou une catastrophe naturelle, tous les réseaux sont HS. Et là, on va déployer il y a 10 drones filaires qui permettent de se connecter aux unités mobiles de premier secours. Parce qu'une fois qu'elles arrivent dans un village, elles ont besoin d'alerter, de dire ce qui ne va pas. Elles ont des demandes en supply. Donc, drone filaire permet ça. Donc là, pour le coup, la techno est totalement transverse. Plein d'applications, du coup. Et là, on est vraiment dans une configuration statique. Alors que ce dont toi tu parles, et qui est vraiment, que je ne connaissais pas du tout. J'avais entendu parler évidemment du concept du drone filaire, mais ce qui se passe actuellement, c'est qu'ils foutent des fibres optiques sur les drones. Alors non pas pour les alimenter, évidemment, mais pour ces problématiques pour les piloter.
Il réceptionne le flux vidéo aussi. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un flux vidéo qui va venir vers le pilote et le pilote va piloter son drone à distance sans avoir une onde qui va partir de lui. Donc il est invisible pour le détecteur ennemi, dans les deux camps effectivement, et qu'il ne va pas perdre de qualité vidéo. Parce que traditionnellement, si un drone passe derrière une colline, en gros on perd 50% du signal, puis plus on se rapproche de sa cible, moins on va le voir. Donc là ce qu'on voit à l'image, c'est l'arrière qu'on voit ici, la bobine qui est en dessous. Il y a des drones maintenant qui vont aller jusqu'à 30-40 km de distance. Ah, et donc tout le fil est contenu dans la bobine. Le fil est dans cette bobine qui va se dérouler au fur et à mesure qu'il va voler. Mais en réalité, quand on regarde les missiles anti-chars, les torpilles, elles sont aussi philo-guidées de cette manière-là. Et en fait, le plus loin possible, pour qu'elles soient, elles, discrètes, c'est le sous-marin qui va émettre et qui va la positionner. Et puis une fois que ça arrive à une certaine distance, le fil se casse. Et là, pour l'ennemi, c'est trop tard pour lui. Ce concept-là, c'est la même chose. L'ennemi ne sait pas qu'il y a un drone kamikaze qui est en train de lui foncer dessus. Il ne perçoit pas une onde, il ne reçoit rien. Et au dernier moment, à 10 secondes de l'impact, là, il l'entend à l'oreille. Et c'est trop tard, en fait. On n'a pas les systèmes pour se défendre. Et ça peut aller à quelle distance, un truc comme ça, là? Alors, Donc, tu as vraiment littéralement, toi, quand tu es sur place, tu vois passer des drones qui ont un fil qui les... Alors, moi, j'ai vu des fils au-dessus de moi. Ouais. J'ai été coursé par des drones dans la ville de Kramatorsk, en fait, donc, parce que maintenant les Russes visent les civils et les gens qui sont dans les villes. Donc moi j'ai amené une ambulance. J'ai ma chaîne YouTube, j'utilise l'argent pour faire des actions humanitaires, donc je livrais une ambulance personnellement. Et donc dans la ville de Kramatorsk, en fait, les Russes, c'est qu'ils ont un drone de grande taille qui est surnommé le Baba Yaga, mais c'est le nom un peu d'une sorcière qui vole sur son balai. Et le drone est relié en fibre optique 25 km derrière. Et ce drone va être émetteur et lui-même va larguer des drones kamikazes. Donc l'émetteur, il est juste au-dessus de sa cible en réalité. Donc le drone a 25 bornes à l'arrière. T'as une fibre qui fait 25 bornes? Jusqu'à 35-40 km, il y en a maintenant. Donc en gros, mais le drone qui va à 40 km, souvent il n'a même pas l'autonomie pour retourner dans l'autre sens. Donc c'est quand même des coûts élevés parce que c'est autour de 20 000 euros. Enfin 20 000 euros, un missile anti-char c'est 220 000 euros en France. Hein. Donc un drone kamikaze, on s'achète 400 drones kamikazes pour le prix d'un missile français. Il faut quand même aussi avoir un rapport. Donc ces drones, très gros drones kamikazes qui coûtent 20 000 euros, c'est 10% du prix d'un de nos missiles. Et donc ils vont à 25 km. À 25 km, avec la fibre optique qui peut avoir une qualité parfaite, sans brouillage de GPS, sans brouillage de communication, ils larguent ce drone. Et ce drone, il est piloté avec une connexion qui est correcte, puisque l'émetteur est juste au-dessus de nous, au-dessus de la ville. Voilà. Et donc ça, c'est ce que les Ukrainiens faisaient à partir de la fin de l'année 2024. Maintenant, les Russes les égalent aussi dans ces utilisations. La différence, c'est que les Ukrainiens visent des cibles militaires légitimes. Les Russes tapent dans 93% des civils sur les arrières. Et cette nouvelle méthode, donc, du drone filaire sur 23 bornes, qui est complètement fascinante déjà, va trouver une comment on dit déjà? Une cible. Non, je veux dire, va se heurter à une nouvelle technique de défense. C'est très difficile. Qui sont les bons vieux barbelés. C'est ça que tu expliquais. C'est vrai. Alors, regarde l'image qu'on voit là. Tu vois le nombre de fils de fibre optique qu'on voit dans les champs? Juste avec le rayonnement solaire, tous les câbles qu'on voit là sont des câbles qui ont été lancés par des drones, pas des drones qui vont larguer d'autres petits kamikazes en dessous. Là, c'est les drones kamikazes eux-mêmes qui sont reliés. En général, c'est jusqu'à 6-8 km parce que c'est les drones qui coûtent moins cher et qui vont être vraiment sur les derniers kilomètres. Donc, c'est pour ça qu'on a des champs entiers recouverts. Je vous parlais tout à l'heure de la pollution avec les batteries qui explosent. Là, il y a la batterie plus la fibre optique qui est derrière. Et effectivement, ces drones-là, on va les utiliser pour pouvoir contourner toutes les défenses qui sont en face de nous, pour pouvoir s'infiltrer dans des zones qui sont relativement protégées. Et aujourd'hui, il n'y a pas réellement de contre-mesures contre ça. C'est aussi pour ça qu'on est assez démunis. En tout cas ici, on ne sait pas faire. Les Ukrainiens, ils commencent à développer des systèmes avec des sortes de fusils à pompe automatique, avec des systèmes d'interception. Parce que là, tu te dis, t'as un truc extrêmement... En fait, à chaque fois, c'est comme d'habitude, c'est le... Oui. C'est le glaive et le bouclier. Ouais, c'est ça. Hein, et donc là, tu as un truc extrêmement mobile, tout petit, qui est pilotable à distance, sans que tu puisses rien y faire, tu peux brouiller rien du tout. Et que tu détectes 5 secondes avant l'impact par le bruit. Est-ce qu'il y a besoin d'un GPS quand même? Non.
Non. Alors, tu peux, mais à ce moment-là, tu vas avoir des systèmes plus chers. Mais l'intérêt du GPS ou de l'intelligence artificielle, c'est si tu ne peux pas avoir un retour vidéo. Tant que tu as un retour vidéo, ce qui est le cas avec la fibre optique, ou alors si tu as un système de brouillage, enfin de contre-brouillage efficace, t'as pas besoin de GPS, t'as besoin d'aucune intelligence. C'est pour ça que ces drones ne coûtent que 300, 200 euros, 280 pour les moins chers. C'est que réellement, on peut contourner toutes les défenses et toutes les protections. Donc là, tu te retrouves à aller sur position avec des mecs qui ont des fusils à pompe dans la voiture. On ouvre les fenêtres et on écoute. Et franchement, il y a une tension. Il y a plus de tension quand on va sur position que quand on y est. Quand on est sur position, on est dans une sorte de petit bunker. Ils sortent, ils lancent leur mission, ils reviennent. Voilà. Mais c'est la position pour aller sur position ou pour en revenir, c'est là qu'il y a le plus de risques. Et la défense, c'est juste le fusil à pompe. C'est terrifiant. Et ce que tu dis, enfin, alors peut-être que juste une mauvaise interprétation, mais le seul risque du coup pour ces drones-là, c'est en fait que ce soit coupé. Oui. Alors, si la communication entre le drone et le pilote. Une minute. Vas-y. Je sais pas ce que c'est. C'est les Russes qui les écoutent. Percer un trou dans le. Tu crois que c'est ça? Il y a des toits. Oui, il y a des travaux, je me demande. Ah, pardon. Donc, je disais, le plus principal risque pour ces drones-là, c'est qu'en fait, le fil soit coupé. Du coup, c'est le seul, quoi. La seule façon d'empêcher ces drones d'arriver à l'impact, en dehors de le détruire quand il arrive sur nous dans les 50 derniers mètres, c'est d'être capable de couper le câble. Alors effectivement, les militaires, ils nous disent, je vois un drone qui vient de passer, je vois le câble qui est actif, je le casse avec les dents. Donc ça, il y en a beaucoup qui le disent. L'autre chose qu'on sont en train de développer les Ukrainiens, c'est que dans les champs, de part et d'autre du champ, ils vont tirer un câble de fil barbelé avec un petit moteur qui fait tourner le fil barbelé. Et vous voyez les images qu'on voyait tout à l'heure, si vous aviez un fil barbelé au milieu qui était en train de tourner, bah quand le câble va se déposer sur ce champ, ça va le déchirer. Au bout d'un moment, il va s'enrouler. Ça fait 2-3 tours, c'est cassé. Et donc ça, c'est une des méthodes qu'on voit de plus en plus massivement sur le front. Mais sachant qu'en fait, du coup, les Russes passent au-dessus des arbres, voilà, il y a des moyens de le contourner. Ça rend quand même les choses beaucoup plus gênantes parce que, certes, la fibre optique est pratique, mais ça enlève une manœuvrabilité. Le drone ne peut plus être aussi manœuvrant que d'habitude. Et c'est pour ça que on parlait du GPS. Une raison pour laquelle les drones utilisent cette technologie massivement, c'est que il n'y a pas mieux pour se repérer avec haute précision. Que ce soit dans le brouillard ou dans des conditions dégradées où justement l'image peut faire défaut, etc. En fait, on a toujours fait du GPS. Et du coup, toi, j'imagine que dans les drones, il y a un GPS, tu disais du GPRS, il faut dire. C'est ça? Non. GNSS. GNSS. Les technos. Du GRSS. La question, c'est sur la question du brouillage, comment ça marche si je veux brouiller? J'ai déjà entendu des histoires de drones qui avaient soit un brouillage du signal, soit des trucs où on arrivait encore plus spectaculaire à hacker entre guillemets son GPS en lui faisant croire qu'il était à un endroit alors qu'il n'y était pas. Comment ça marche ça? Eh ben on va dire que les puces GNSS, elles captent des signaux qui en fait sont très faibles, qui proviennent des satellites. Et donc, sur des systèmes GPS, on va dire standard, grand public, c'est assez facile de brouiller ces signaux-là. Effectivement, soit on brouille, on coupe complètement le lien et le drone ne sait plus où il est, ou alors on fait du leurrage, et donc on simule ces signaux-là des satellites, mais depuis le sol, donc beaucoup plus fort. Donc on préempte le signal, on se fait passer pour, et on va envoyer des fausses informations. Donc par exemple, décaler la position réelle, petit à petit, par exemple, et donc le drone va prendre une autre direction. Alors, il pense qu'il est au bon endroit, mais petit à petit, il va dériver. C'est ouf ça. Parce que tout le monde a un téléphone sur lequel il a sa 4G, mais aussi son GPS. Parfois, tu peux te dire que c'est un peu la même chose, technologiquement. Tu sais qu'il y a une antenne intermédiaire qui te dit où t'es, mais c'est pas comme ça que marche le GPS. Et je me souviens, même quand t'avais un TomTom dans la voiture, il t'indiquait exactement, j'ai fait un choc mental à beaucoup de gens peut-être, il t'indiquait le nombre de satellites auxquels tu étais connecté, et tu en avais besoin de 3, si mes souvenirs sont bons. À mon avis, c'est 2000. C'est un peu faible, mais c'est possible à partir de 3. Le minimum. Pourquoi? Parce que du coup, ils peuvent trianguler, en gros, tu peux trianguler le signal, et à partir de ces 3 positions, savoir où t'es. Et ce que je comprends, c'est qu'il n'y a pas de système d'authentification, en fait. C'est-à-dire que n'importe qui peut dire « je suis un satellite ». Alors, ça existe sur le... Galileo.
Les systèmes européens sont plus sécurisés que les systèmes des années 80 américains. Ok. C'est ça. Et puis ensuite, il y a les GPS cryptés, donc où il y a des clés. Et donc là, c'est plutôt système militaire, où il faut une clé d'authentification, pour. Donc là, c'est beaucoup plus fiabilisé, mais dans le domaine du drone, donc qui s'appuie essentiellement sur l'industrie grand public, on en parlait tout à l'heure. Donc c'est les centrales inertielles, les capteurs photo, etc. Tout ça vient de l'industrie du téléphone portable notamment. Quoi. Ouais. Et donc sur ces solutions-là standards, Tu peux lui faire croire qu'il est en train de qu'il est statique alors que tu es en train de le déplacer petit à petit, quoi. Voilà. Donc Les- après, Non, mais moi j'allais te demander, est-ce qu'on a déjà constaté dans les faits, parce que là on a évidemment parlé de à quel point tout a changé, mais est-ce que du hacking de drone, c'est quelque chose qui existe sur le terrain? Ah ouais, mais en très très grande quantité. À la fin de l'année 2024, les Ukrainiens étaient vraiment en train de prendre énormément d'avance dans le domaine, à tel point qu'une centaine de drones kamikazes Shahed, en leur faisant croire qu'ils étaient trop au sud, tu vises Kiev, mais tu te trouves à Odessa. Le drone repartait vers le nord et ils ont plus d'une centaine de drones qui sont tombés en Biélorussie et en Russie, qui sont tombés sur des buildings parce que le truc se paumait, parce que les Ukrainiens lui faisaient croire qu'il était trop au sud. Donc ça, depuis la fin de l'année 2024, les Ukrainiens sont devenus maîtres dans le domaine. Et pas que sur les drones, pas des petits drones, des gros drones, aussi sur les missiles. Parce que les Ukrainiens, et ça j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube, sur ce sujet-là, avec les gars spécialisés dans la guerre électronique, des génies. Ils ont récupéré déjà les pièces détachées, les capteurs de GPS, GLONASS, etc. Russes. Ils ont branché au logiciel russe qu'ils ont acheté à un mec en le soudoyant. Ils ont appelé un russe pour lui dire « Tu veux bien nous vendre le logiciel ? Allez, 100 000 $. » Le logiciel qui fait quoi? Le logiciel qui permet de vérifier le bon fonctionnement du capteur. Ok. C'est-à-dire que les Ukrainiens ont à la fois les capteurs russes et à la fois le logiciel pour vérifier si leur piratage fonctionne. C'est pour ça qu'ils ont pris tellement d'avance sur tous les autres dans le monde. Et aujourd'hui, ils en sont arrivés à un niveau où ils arrivent à tellement mentir aux missiles que certains missiles se désintègrent en vol, notamment le missile Kinzhal aérobalistique hypersonique qui va à 5000 km/h. Voilà, c'est la vidéo où je suis à côté d'un Shahed qui venait d'abattre quelques jours avant. Eh bien, les missiles croient tellement qu'ils sont pas au bon endroit, qu'ils vont dériver, ils vont faire un virage sec, mais à 5000 km/h, le missile se désintègre en vol. Voilà, donc ils sont devenus vraiment très très forts, mais avoir ces équipements sur la totalité du territoire, c'est une antenne tous les quelques centaines de mètres, et juste ils peuvent pas protéger tout leur territoire avec ça. Il leur manque juste de l'argent pour être capable de se protéger de A à Z, mais ils pourraient réellement le faire. Non, mais ça c'est fascinant parce que effectivement, en fait, j'avais vu les faits les plus spectaculaires, mais j'ai pas réalisé que c'était vraiment une unité à part entière de guerre électronique qui avait une place importante. C'est tout comme il y a l'armée de l'air qui a des systèmes de défense aérienne avec des missiles, l'armée de l'air a des régiments entiers de gars qui déploient des systèmes de brouillage temporaire. Ah, les Russes passent par là, on va mettre des brouillages ponctuels. Ton système de drone filaire, on pourrait imaginer qu'on met un brouilleur en dessous. Et puis pendant quelques heures, quand on sait que les drones arrivent à cet endroit-là, on pourrait brouiller sur cette zone-là en mettant 2-3 drones émetteurs. Tout ce qui passe au milieu va croire qu'il est au mauvais endroit, voire va se planter dans les arbres. Ça, c'est ça l'objectif. C'est juste par curiosité, ils sont formés comment? Parce que ça, tu te dis, il faut des compétences quand même en cybersécurité. Alors, l'Ukraine, déjà, il ne faut pas oublier, ils avaient 1/3 du total de l'industrie de défense soviétique. Ils avaient 800 000 personnes qui travaillaient dans l'industrie de défense. Ils étaient dans le top 10 des exploitateurs d'armes jusqu'en 2012-2013. Et donc, quand la guerre a commencé en 2014, toute cette industrie qui était exportatrice, c'est pour ça que là, en ce moment, il y a des conflits entre la Thaïlande et le Cambodge. Ils ont des chars ukrainiens. Ben voilà, ils ont des chars ukrainiens. Les Turcs, ils ont de la défense aérienne ukrainienne. Vous avez plein de pays, les Émirats, l'Arabie Saoudite, ils ont des missiles anti-chars ukrainiens. En fait, ils étaient bons. Ils n'ont jamais arrêté cette technologie. Ils ont continué à la développer. Et tous ces gens-là se sont réorientés vers leurs propres besoins en étant confrontés à la guerre face aux Russes. Comment brouiller les drones russes? Ils n'ont pas appris maintenant. Et vous avez des sociétés, même françaises, comme Delair. Delair, c'est une autre société française de drones. Ils équipaient la mission d'observation de l'OSCE qui vérifiait la bonne application ou pas du cessez-le-feu entre 2014 et 2022. Donc leurs drones ont été confrontés au brouillage russe depuis 2014. Et c'est pour ça que c'est une des seules entreprises non ukrainiennes qui a un système qui s'est résisté au brouillage russe, parce qu'ils y ont été confrontés pendant 8 ans. Et donc les Ukrainiens, simplement, il faut comprendre que toutes les écoles d'ingénieurs du pays, depuis 10 ans,
tous leurs projets de fin d'études, le soir et le week-end, bénévolement des hackathons, ils ont tous développé les technologies de drones, etc., qui font qu'en 2022, ils avaient de l'avance sur tout le monde, mais nous, on les a pas vraiment vus monter. Et ben justement, c'est ça qui est intéressant de réaliser, c'est que c'est notre place en tant que Français, justement, et à quel point ces changements effrénés qu'on constate, c'est-à-dire que tu vois le champ de bataille, tu te dis mais qu'est-ce que c'est que cette chose, à quel point à quel point nous on serait prêts et tu vas me dire, Mais tu vas le dire avant moi. qu'est-ce qu'on est-ce qu'il y a des choses à tirer de ce qui se produit là-bas, et en plus vous avez tous les deux des liens avec l'armée avec des rapports différents, mais je suis très curieux d'avoir votre avis sur qu'est-ce qu'on a à apprendre, et est-ce que ce conflit qui est si particulier est en train de modifier la manière dont l'armée française travaille, s'organise. Quel est l'impact exactement? C'est moi qui commence. Tu sais, quand il y a un deuil, il y a souvent différentes étapes. Il y a la colère, il y a le déni, etc. On a été dans le déni pendant 2-3 ans. Là, on commence à être dans la colère, et donc, ça commence à se réveiller. C'est comme ça que je le vois. Il y a vraiment des gens qui ont conscience maintenant qu'on est incapable de faire face à une armée type Ukraine ou Russie ou Chine ou Iran, qui se développe vraiment énormément dans ce domaine-là. Je disais tout à l'heure que les Russes perdent 85% de leur matériel sur des drones kamikazes FPV. Et ils tirent 10 000 drones kamikazes FPV par jour. Donc les Ukrainiens savent à la fois se défendre et savent à la fois attaquer. Nous, au niveau français, au niveau même européen, je pense qu'on saurait faire à peu près 1% de la production industrielle ukrainienne dans le domaine. Une centaine de drones par jour, c'est des estimations. Les Ukrainiens font 10 000 drones par jour. Donc ça veut dire que, déjà, si on devait être confronté demain à l'armée russe, eh bien, il y a 85% des destructions russes que nous ne saurions pas réaliser. Parce que nous, on aurait des systèmes anti-chars, par exemple. Quand vous parlez avec des Français, des anciens des forces françaises qui vont volontairement là-bas, il y a une centaine de Français, des anciens de l'armée française qui sont volontairement partis là-bas, ils me disent, mais moi, j'étais tireur anti-char en France, c'est suicidaire d'utiliser un missile anti-char en espérant avoir une visibilité sur mon ennemi à 3 km. Je suis mort si je fais ça en Ukraine. Donc on a des doctrines inadaptées, on a du matériel qui ne correspond pas à la réalité du terrain, ni pour attaquer, ni pour se défendre. On n'a pas de brouilleur, on n'a pas de système d'interception, et c'est pour ça que notre base militaire nucléaire de l'île Longue ou que notre centre de renseignement à la DRM à Creil se font survoler, et puis on fait décoller un hélicoptère, et puis quand notre hélicoptère est arrivé, déjà notre hélicoptère, 1 heure de vol, ça coûte le prix de 50 drones, et qu'en plus quand on arrive, le drone a déjà disparu. C'est malheureux. On n'est pas prêt à faire la guerre face à un pays qui a fait la guerre hybride, l'Holocauste, en grande quantité. C'est-à-dire aujourd'hui, si les Russes mettaient 100 000 hommes sur l'Estonie, pour immobiliser 100 000 hommes en face, je pense réellement que les Russes, leur armée de terre, dans l'armée de l'air on les domine, mais leur armée de terre serait plus forte que la nôtre. Et ce que je trouve intéressant justement avec cette question de l'industrie qui va avec dans la défense, qui doit soutenir justement un potentiel conflit, parce que c'est évidemment, on en entend un peu plus, c'est redevenu un sujet d'intérêt public, alors que c'était complètement passé de mode. C'était la fin de l'histoire normalement, et finalement on a un budget de défense qui commence à revenir. Ça m'intéresse, Guilhem, toi qui justement vois passer ces deals et ces nouveaux financements qui arrivent. C'est quoi l'impact concret que toi t'as vu de ce qui se passe là-bas? Est-ce que justement il y a un regain d'envie de financer les boîtes de défense? Qu'est-ce qui... Je dirais, en fait, c'est vrai que c'est assez radical le changement de doctrine et ce qui se passe en Ukraine. Je pense que Xavier l'a dit, aujourd'hui ça a infusé au niveau de l'armée française. Clairement, je pense qu'il n'y a pas un échelon qui n'a pas ça en tête et qui ne s'interroge pas aujourd'hui sur la manière de faire, sur comment déployer le drone dans les unités, pourquoi, etc. Il y a une réflexion de fond sur la décentralisation. On a parlé du modèle ukrainien où c'est effectivement toutes les différentes unités qui parfois vont faire
désolé pour l'anglicisme, mais des crowdfunding auprès des villes à côté pour les défendre, etc. Très décentralisé. Qui n'est pas du tout comme on fait de l'armée, nous. Qui n'est pas du tout comme on a fait historiquement jusqu'à aujourd'hui. On le fait toujours, effectivement, où c'est très descendant, Terminal, avec des programmes. On a 9 donneurs d'ordre. Et donc ça, il y a des réflexions qui sont en cours. Alors, c'est jamais assez rapide, mais là, je pense que la prise de conscience, effectivement, elle est très réelle maintenant. Là, en ce moment, il n'y a pas de doute. Après, je pense qu'il y a un gros enjeu industriel, c'est, en fait, on n'est pas l'Ukraine. Donc, ce flux d'utilisation massive de drones à plusieurs millions par an, qui fait effectivement qui fait bouillonner l'innovation et qui les rend prêts aujourd'hui. Aujourd'hui, personne n'est prêt dans les autres pays occidentaux à financer des stocks massifs de drones qui, dans 3 mois ou dans 6 mois, vont être obsolètes. Et donc, c'est optimiste qu'il soit 3 mois, c'est optimiste. 3 mois, c'est optimiste. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est pas comme des obus, on peut faire des stocks. Là, c'est un flux continu et qui se modifie en temps réel. En temps réel, de manière hyper fluide. Et donc, créer ce flux. Comment on crée ce flux-là, en fait qui le finance. Donc, les industriels, parfois, ils sont appelés à faire du stock, mais en fait, ils n'ont pas envie, forcément, parce que pas mobiliser des capitaux énormes à leur propre. Ils ne peuvent pas. L'État, non plus, n'a pas forcément envie de prendre ce risque. Donc, après, il y a des initiatives. Il y a le programme Drone Dominance aux États-Unis, par exemple, où ils sont en train de déclencher un budget d'1 milliard pour acheter 350 000 drones, notamment low cost. Big Beautiful dans Bill. Le Big Beautiful Bill. Il y a ce type d'initiative, mais qui ne résolvent pas le sujet de fond. Après, moi, je pense qu'il y a 2 mondes. Il y a le monde, effectivement, des drones d'attaque, les one-way effect ou attaque, qui sont du consommable et qui demandent un flux très important. Et après, il y a les drones type ISR, donc surveillance, reconnaissance, intelligence ou identification, qui sont là plus des drones un peu plus, on va dire, haut de gamme, qui ne sont pas à usage unique, et qui là sont une industrie, entre guillemets, qui existait déjà, qui se développe, qui doit s'adapter au contexte ukrainien, parce que parfois il y a des grands écarts, mais qui là est beaucoup plus, on va dire que le modèle derrière, à la fois financier et industriel, est on va dire cohérent ou compatible avec des fonds d'investissement. Il y a défense, et voilà. Après, il y a l'enjeu dual, on en parlé un peu tout à l'heure. Donc, les sociétés qui arrivent effectivement à avoir un pied défense, un pied privé, public, ça donne une certaine stabilité. C'est clair, parce que là, moi, je me dis, aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure en rigolant, mais aujourd'hui, si tu es une startup, tu veux de l'argent, globalement, il faut dire que soit tu fais de l'IA, soit tu fais de la défense, enfin, depuis cette année, entre guillemets. Mais il y a un truc un peu stressant à se dire qu'en fait, tu montes une boîte de défense. C'est-à-dire que tes interlocuteurs, c'est l'État, nécessairement, ou alors des intermédiaires. Et donc, tu dépends de l'existence d'un conflit. Et que, j'imagine que ça ne doit pas être si simple non plus. Non, alors après, il y a le côté moral. Moi, j'étais dans l'armée pendant 10 ans, j'ai sauvé des vies, j'en ai pas coûté. Hein. Et en Ukraine, quand ils se défendent, effectivement, ils font en sorte d'éviter de mourir, et ils font en sorte d'arrêter les Russes. Donc il y a un côté amoral de l'existence de la guerre, mais la guerre, quand on la subit et quand on se fait attaquer, effectivement, il faut se défendre, et malheureusement, il faut investir dans des technologies. Et après, pour rester sur l'IA, il faut aussi avoir conscience d'une chose, c'est que le fait que les Ukrainiens et les Russes consomment des milliers de drones par jour, fait qu'ils entraînent leurs IA. Et on a peut-être des meilleurs ingénieurs. Mais eux, ils ont, par exemple, le système de détection de drones. Ouais. Ils ont enregistré plus de 40 000 survols de missiles, etc. C'est-à-dire qu'au bruit, ils savent reconnaître si c'est un missile, si c'est un drone chinois, si c'est un drone kamikaze. Au bruit. Donc nous, on a peut-être des acoustiques, j'en sais rien. Mais on n'a pas la présence sur le terrain. Donc aujourd'hui, vous voulez monter une boîte d'IA, c'est très bien. Vous pouvez recruter des chefs ingénieurs de Polytechnique, mais si vous n'avez pas provoquer 12 000 collisions air-air pour détruire des drones russes, vous n'avez pas le dataset pour entraîner votre modèle. Et donc, on est en train de prendre du retard du fait de ne pas être sur place. Et demain, vos boîtes que vous créez ici et qui disent « je vais faire de l'IA, vous allez voir, ça va être génial », eh bien, en réalité, elles vont pas avoir le niveau d'une boîte de 3 personnes, et ça, j'ai des cas concrets, dans lesquels des bénévoles à 3 en Ukraine ont été capables de battre des champions français qui ont mis des dizaines de millions dans des systèmes d'IA, juste parce que eux, ils étaient dans plusieurs dizaines de milliers de drones kamikazes l'année dernière, juste parce que leur modèle avait été entraîné. Et donc il y a le problème, c'est que si on a beaucoup d'argent, beaucoup de moyens pour acheter des drones, mais on ne les entraîne pas sur le terrain,
Aujourd'hui, on n'est pas capable de faire face très clairement au conflit qui vient et donc face à la Russie. D'ailleurs, je pense que c'est un des moyens, notamment en Allemagne ou en France, de susciter justement de créer et d'encourager le développement des boîtes sur ce type de drone. C'est des fonds de financement en fait qui derrière permettent d'envoyer un certain nombre de systèmes en Ukraine, de créer en tout cas un début de pont avec les industries sur place pour créer ces échanges et ce lien, quoi. Mais c'est sûr qu'il y a un décalage qui est très fort. Il y a un vrai problème. Je vais vous donner un ordre d'idée pour vous donner un petit peu la différence d'état d'esprit entre les Allemands qui arrivent à lever de l'argent et les Français. 2022, février 2022, les Russes attaquent. Mars 2022, les Allemands, ils vont sur place et ils disent « Je vous offre 15 drones d'observation, cadeau. Je crée un bureau sur place, un truc de maintenance, etc. Gratuit. » Donc les Ukrainiens les prennent et les Français, ils vont sur place et ils font « C'est la guerre, je te fais 15% de réduction. » Et donc logiquement, les Ukrainiens commencent à utiliser le système allemand commence à être utilisé, ils font du retour d'expérience, ils améliorent en qualité. Quand il y a un problème, par la poste, ils réparent le truc en 2 jours. Les Français, on arrive des mois plus tard. Quand il y a un problème, il faut que ça aille en France. Ça prend 4 mois, l'aller-retour. Donc on n'est simplement pas sur la même vitesse que ce qui serait nécessaire, mais faute de moyens, notre industrie française est en train de perdre sa place prépondérante en Europe face aux Polonais, aux Allemands, aux Suédois, même aux Australiens que je vois être plus souples et plus mobiles que nous. Donc ça, c'est aussi un vrai problème sur les investissements dans l'industrie. Moi, je trouve qu'il y a un volet qui est fondamental dès qu'on parle dans une industrie, de faire des chaînes de production, etc. Avec tous les compromis complexes qui vont avec, mais c'est la question de l'approvisionnement. C'est-à-dire que savoir construire des drones ou du matériel à destination du front, ça pose forcément des questions hyper importantes. Est-ce que ton drone, tu l'as acheté par exemple en Chine? Est-ce que tu maîtrises certains composants? C'est quoi Est-ce que c'est possible aujourd'hui de créer un drone sans composants chinois? J'imagine que ça doit être très compliqué. Très cher, et très cher. Très cher, oui. En fait, c'est ça, avec les 2 paramètres, c'est effectivement très compliqué et c'est un enjeu qui est majeur. C'est un enjeu qui est majeur parce que, effectivement, alors bon, il y a le sujet de l'Ukraine où les bombes des drones sont effectivement quand même très très dépendantes de la Chine, mais c'est pareil partout. Donc, je pense qu'il y a plusieurs niveaux d'enjeux. Aux États-Unis, par exemple, il y a ce qui s'appelle le NDAA, donc c'est une réglementation qui interdit l'usage de composants liés à la donnée. Donc, je sais pas, puce Wi-Fi, ça peut être la partie caméra, etc. Oui. Cellulaire. Le stockage, non. Non, pas forcément. Oui, tout ce qui est à voir avec la télécommunication. Et non, mais même la data et le processing de la donnée. Et donc ça, c'est un premier niveau. Ça date d'il y a quelques années. C'est en train d'arriver en Europe, toujours avec un certain décalage. Je pense que il y a le niveau, il y a le drone chinois, on va dire le système complet, où là, dans les armées, on est en train d'en sortir complètement. Mais par contre, dans le domaine civil, même police et pompiers, etc., c'est pas le cas. Mais aussi parce qu'il y a un gap en termes de performance qui est trop important par rapport au coût, et donc en fait ça n'a pas de sens, quoi. Donc il y a un enjeu industriel. Si on parlait de drones entre guillemets souverains dont on maîtrise vraiment la chaîne de production, ça n'existe pas vraiment aujourd'hui. Alors ça dépend dans quelle catégorie de drone, mais les Ukrainiens ont réussi maintenant à faire leur moteur tout seuls. Pour 10% d'entre eux, ils ont l'électronique qu'ils produisent sur place. Pour les moteurs, ils en sont quasiment à la moitié. Donc c'est une question de volonté nationale. Mais il ne faut pas oublier que l'Ukraine est un pays low cost. Le salaire moyen, c'est 400 €. Donc effectivement, ils arrivent à être compétitifs pour le même prix ou un tout petit peu plus cher. Ils arrivent à le faire souverainement. Donc évidemment. Mais nous, aujourd'hui, si on veut nationalement produire du tout venant, c'est-à-dire des moteurs de drones qui devraient coûter quelques euros et qui vont coûter quelques centaines, ça ne va pas être possible. Donc il y a des sociétés comme Parrot par exemple qui, pour être non chinois, vont assembler leurs drones en Corée du Sud. Voilà, certaines exigences américaines, mais les Américains, quand ils achètent, c'est par centaines de pièces, alors que nous, c'est plutôt des échantillons, ils vont exiger que ce soit assemblé sur place aux États-Unis. Mais donc, ils payent un surcoût parce que c'est produit localement. Alors que nous, aujourd'hui, on n'a pas la masse, on n'achète pas la quantité qui permettrait de faire baisser les coûts, et puis en même temps on essaie de dire faudrait être souverain, mais du coup on n'arrive pas à faire moins de 20 000, 30 000, 40 000 € pour des drones qui devraient coûter quelques centaines normalement.
Ouais, il y a l'enjeu de volume et peut-être pour compléter, les sujets clés, hein, c'est les moteurs. Moteur et ESC, donc la partie juste avant le moteur, les batteries. Et puis globalement les systèmes de caméra où on a des solutions, mais si on veut faire du low cost, en fait, on ne sait pas faire. Donc je pense que le sujet est clairement dans la tête de tout le monde. Il y a des initiatives pour commencer à structurer ça au niveau français, mais tu as raison, déjà au niveau européen, où on va dire force alliée, ce serait déjà une réussite. Après, sur chaque composant, je pense qu'il y a des constructeurs aujourd'hui qui existent, qui font plutôt de la qualité, mais pas au prix et au volume nécessaire pour être compétitif. Et donc, il faut réussir à faire les bons paris. Il y a un enjeu de financement, il y a un enjeu de commande publique, et je pense qu'il faut une volonté aussi, probablement politique, pour structurer, miser sur certains acteurs et les faire grossir, et rapidement. Et moi, je trouve qu'un sujet intéressant, c'est que quand on parle essayer de recréer une industrie, parce que là, c'est un peu ça qu'on est en train de... Le sujet dont on parle tout le temps, c'est un peu comment est-ce qu'on essaie de ramener au moins un petit peu de l'industrie. Parfois, ça peut passer, non pas en essayant tout de suite d'essayer de faire mieux que les Chinois, parce que sur certaines choses, c'est juste impossible. Mais c'est de pas d'aller essayer de faire du low cost tout de suite, c'est en fait de commencer avec justement à reprendre le contrôle sur du matériel plus coûteux, plus haut de gamme, sur lequel là il y a moyen de moyenner. Hein. Et en fait, c'est un peu en termes de stratégie. Tu me diras ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que en termes de stratégie, l'existence de ta boîte, par exemple, ça vient de ça. C'est que aujourd'hui, c'est du matériel qui est plutôt plus coûteux pour à destination par exemple de l'armée. Ça aurait été très compliqué d'essayer de vendre tes drones beaucoup moins cher, de faire du mass market ou du volume, j'imagine, j'en sais rien. Alors déjà, nous, il y a un contexte, c'est qu'on a démarré en 2014, 2015, donc le contexte aujourd'hui est quand même assez différent. Ouais. Après, c'est vrai que notre particularité, c'est qu'on est sur une verticale très précise, quoi. Et donc on est très concentré sur un type de drone, un type de mission, et du coup on pousse cette techno-là petit à petit, brique par brique, ce qui nous permet, je pense, d'avoir aujourd'hui une avance, même à l'export. Donc on est à 90% à l'export, on est dans une 60aine de pays, et je pense qu'on est très bien positionné sur notre techno du drone filaire. Parce qu'on est très focus, quoi. Ça, c'est faisable dans le contexte français. C'est quand même, je veux dire, pour voir le côté positif qui existe, qui peut exister, c'est que on a des boîtes françaises quand même qui tentent de développer des projets. Ici, c'est dans d'autres contextes, mais on avait reçu aussi dans le spatial, mais qui est très lié en fait comme sujet évidemment. On avait reçu Hyperspace aussi. Oui. Il y a une volonté de refaire de l'industrie en France, de faire du hardware en France, et c'est quand même à saluer. Non mais, oui, évidemment, mais il faut qu'à la fin, il y ait aussi de l'achat qui soit souverain. On regarde même, si on sort des drones, si on regarde le dernier contrat pour acheter juste des véhicules, des camions pour l'armée, 3000 camions, je crois, si je dis pas de bêtises, c'est des milliards. C'est Daimler qui a gagné. Alors qu'en France, on a Scania, on a des Renault, enfin on a des producteurs français. Donc après, il y a aussi une question dans le domaine de la défense, même dans ce domaine-là, on ne se permet pas de choisir la souveraineté et parfois on achète aussi au moins cher. Donc si nos industriels font de la souveraineté puis finissent par se retrouver plus cher que leurs compétiteurs, ils perdent des contrats. Et donc il y a le modèle effectivement vertueux dans lequel on achète, mais il faudrait que toute l'Europe achète des pièces bien décidées, et par exemple tous la même caméra, plutôt que d'avoir 50 modèles de caméra, tous le même moteur, tous le même connecteur, tous le même capteur de GPS, et à ce moment-là, on pourrait faire de la masse et faire baisser le prix. En attendant, chaque pays espère être souverain à 100% sur chacune des pièces, et donc logiquement, il en fait que quelques centaines, et donc chacun de nos drones coûte très très cher. L'autre modèle inverse, c'est par exemple ce qu'ont font les Turcs. Les Turcs avec leur drone Bayraktar TB2, dont on a beaucoup entendu parler à partir de 2017-2018, ils ont dit, on va faire un best-of des trucs civils faciles à trouver partout dans le monde, pour que ce soit pas cher. Des caméras canadiennes, des capteurs américains, des trucs chinois, des trucs turcs. Et puis à la fin, ils faisaient la maîtrise d'œuvre et l'assemblage. Et quand leur drone, il coûtait que quelques millions d'euros, parce que là on parle de gros drones qui peuvent transporter des dizaines de kilos de charge utile, et ben ils ont petit à petit dit, ce système-là, on va le faire localement. Et puis ils ont nationalisé leurs drones pour être de plus en plus souverain. Donc il y a vraiment les deux options. Soit on se donne, ça c'est le drone Bayraktar, soit on se donne la possibilité d'acheter en masse, en commun,
en espérant que souverainement ça puisse faire baisser les coûts, soit on commence par faire du low cost en achetant le best-of du pas cher sur étagère, et ensuite on décide de le nationaliser. Nous, on n'a fait aucun des deux. C'est pour ça qu'on n'y arrive pas. Pour le moment. Pour le moment. J'ai appris plein de trucs, déjà. Et je trouve que, bon, évidemment, c'est vertigineux et surtout, on a vraiment envie d'avoir une petite loupe, je trouve, pour savoir comment ça va encore évoluer, à quoi ressemblera le champ de bataille. On te réinvitera, tu nous expliqueras, mais il y a un petit angle mort dont on n'a pas un petit peu parlé, c'est que cette guerre, elle se fait à la fois de manière très concrète comme une guerre à l'ancienne, en fait. Ce qu'on a dit, c'est étonnant, c'est le retour de la tranchée. Et en même temps, l'image et les réseaux, c'est ce que je disais, a une importance nouvelle. Et donc, typiquement, moi, j'ai été assez choqué, honnêtement, parfois sans vraiment le vouloir, tu vois, sur un réseau social, on me pousse des vidéos où tu vois une sorte d'exécution, alors je ne sais pas si c'est le bon terme, mais tu vois un drone qui arrive sur un champ délabré et t'as un Russe qui est là, d'ailleurs qui arrête de bouger, parce de ce que je comprends en fait, c'est que c'est tellement impossible de lutter contre un drone qu'en fait, en gros, il accepte son sort. J'imagine qu'il fait Il y a un moment, les Russes étaient formés, et des prisonniers l'ont dit, en leur disant si tu bouges pas, le truc te verra pas. Un peu comme Jurassic Park, quoi. Donc les gars, c'était peut-être ça. Ils se brouillaient, ils restent sur place en croyant que du coup le drone les verrait pas parce que c'était un détecteur de mouvement avec des caméras de basse qualité. Mais en fait, c'était complètement bidon. Et pendant des mois, effectivement, on avait des Russes qui se plantaient au milieu du champ alors que ça marchait pas, quoi. Et donc, je trouve qu'il y a quelque chose aussi de très perturbant avec en plus de la guerre de terrain dont on a parlé, il y a une guerre informationnelle, une guerre qui se joue de communication, quoi, qui est aussi permise en fait par ces nouveaux devices. C'est parce qu'il y a une caméra qu'à la fin, on a un live tweet et qu'on a une guerre à deux niveaux qui se produit, quoi. C'est très, très, très étrange, je trouve. On a un nosinter très connu qui s'appelle Andrew Perpetua. J'ai pas eu le temps de chercher son nom. Andrew Perpetua, il a une chaîne YouTube, etc. Le gars recherche toutes les vidéos sur l'Ukraine dans les deux camps. Et il est capable de faire comme ça un suivi du nombre de morts. Il peut prouver par l'image tous les jours la mort d'une centaine de Russes par ces images, parce qu'elles sont tellement partagées. Andrew Perpetua envoie sa chaîne YouTube, il a aussi un compte Twitter dans lequel il va faire ce suivi qui est très très approfondi, et vous avez par exemple dans certaines de ces vidéos, vous avez 2 heures de collision air-air de drones FPV qui vont aller rentrer en collision avec des drones d'observation russes. Et ça permet de prouver aussi la quantité qu'on a fait, comme on disait tout à l'heure. Mais c'est vrai que du coup, quand tu te balades sur Twitter au hasard, tu vas te trouver sur des images de gars qui se font tuer en grande quantité. Et si on recherche ça, on peut vraiment en voir par centaines. Moi, j'ai vu, je sais pas combien de morts j'ai pu voir depuis le début de cette guerre, parce que je travaille dans ce domaine-là de l'OSINT. Et objectivement, aujourd'hui, il y a je pense des dizaines de morts par jour. C'est devenu normal et banal de le voir. Et quand je vais sur le terrain, il faut aussi qu'on comprenne que c'est une réalité. J'ai été dans plusieurs quartiers généraux de drones, d'artillerie. Il n'y a pas 2 heures sans que je ne vois physiquement un Russe se faire tuer devant mes yeux. Quand on est dans un QG, c'est en permanence qu'on voit des gens se faire éclater. Et ça, c'est devenu quelque chose qui était banal. Quand j'étais au Tchad à l'époque, on voyait des choses, on imaginait des choses. Ça, c'est Vous n'imaginez pas que ça allait... Que ce serait aussi massif. À l'époque, je le voyais en direct avec la caméra infrarouge. On essayait d'empêcher des gens de se faire massacrer dans le Darfour, par exemple. Voir qu'aujourd'hui, on peut voir ça partout dans le monde, c'est pas très sain pour les jeunes qui voient ce genre de choses-là, mais c'est la réalité. Et malheureusement, il y a des gens qui y prennent goût au lieu de se dire « mince, c'est horrible ». Ça, c'est un problème aussi. Et en tout cas, pour ceux qui voudraient toi te soutenir dans ton travail, parce qu'en fait, tous les fonds que tu collectes avec tes passages différents, ils partent en Ukraine, en fait. Tu amènes toi-même tes camions d'ambulance. Ouais. D'ambulance. Tu fais des levées de fonds. Je crois que avec ta communauté, vous avez levé... Alors, il y a 2 collectes, en fait. J'ai une chaîne YouTube, on a à peu près 550 000 abonnés. Je fais des vidéos régulièrement, j'interviens dans les médias. Effectivement, le chiffre d'affaires de ma chaîne, quand je parle d'Ukraine, retourne à l'Ukraine. Mes passages à la télé, je suis payé, mais l'argent retourne à l'Ukraine. Et mes missions de consulting que je fais, quand ça parle d'Ukraine, donc j'ai reversé de mon chiffre d'affaires 60 000 € cette année.
Ensuite, il y a des collectes, les gens peuvent participer. Il y a des collectes civiles pour sauver du monde, 2 millions d'euros cette année. Et il y a une collecte qui est plus orientée achat de matériel militaire, mais ça, c'est pas moi qui la gère, c'est les militaires eux-mêmes qui ont lancé leur collecte, et moi, je la promeus. Et là, ils ont quasiment 300 000 euros cette année, et l'intérêt, c'est que les militaires peuvent acheter des optiques, des drones, des systèmes de protection, des systèmes de sac à dos de brouillage qui leur sauvent réellement la vie sur le terrain. Effectivement, ça, je sais qu'on a sauvé quelques copains avec ça. Un exemple concret, les containers médicalisés, ça s'appelle Stabnet. Les containers médicalisés, moi j'en ai personnellement financé 2, ma communauté en a financé 8 autres. Et ben c'est 10 containers que j'ai été visiter sur le terrain. Il y a 15 000 soldats ukrainiens qui ont été soignés dedans. Donc voilà, c'est pas du bullshit, c'est vraiment quelque chose sur le terrain et je vais le visiter pour vérifier. Il n'y a pas 1 euro qui s'envole, il n'y a que des bénévoles, c'est vraiment ça l'objectif. Eh bien, le message est passé. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir partagé ton expertise. Merci Guilhem, de nous avoir parlé de ton industrie fascinante. Et on espère que vous avez appris des choses. Et moi, je suis bien fatigué, mais je repars plus intelligent. Grosse journée. Après cette journée, comme toujours. Et je vous souhaite une très bonne soirée. On se reverra dans... Mathieu, quand ? Dans 1 mois. On se revoit dans 1 mois. Après de belles vacances de Noël. On vous souhaite un joyeux Noël en avance. Et à très vite. Ciao.